Hello and welcome to today's Global Safety Report webinar. My pleasure today to be hosting Bonjour et this merci. webinar for you. Voici, bienvenue My donc name à is ce Brian Parker. webinaire. I Je am m'appelle IPAF's Brian Head of Parker. Safety and Technical. Je And today, suis le responsable really sécurité et great to have technique you à all with us l'IPAF here today. et c'est Now, un we've grand got plaisir over de vous 300 accueillir people ici registered today aujourd'hui. from over Nous 42 avons plus de countries. 300 So participants de plus really de good 14 morning, pays. good afternoon, Donc or good evening bonjour from où que vous wherever you are soyez joining us from today. But more et importantly, merci de nous thank you for rejoindre joining us aujourd'hui. today. Mais I would encore une like to fois, say a merci huge d'être thank avec you nous to our aujourd'hui. sponsor for this J'aimerais tout webinar, which is d'abord exprimer une Palazzani. grande And gratitude certainly à without all our Palazzani, notre sponsors' sponsor pour ce support, we webinaire, wouldn't be et able à to run l'ensemble these de nos webinars. sponsors. Et So sans eux, just nous a ne little serions bit pas of en mesure de housekeeping. tenir ce type de webinaire. The Donc, juste des webinar questions is live d'attendance pour with commencer. Le translations webinaire est simultaneously en into direct, Italian, avec Spanish, de German, l'interprétation simultanée French, en italien, Portuguese, allemand, Dutch, portugais, Chinese, and français, Korean. So really néerlandais, an international en webinar. chinois et en coréen. The Donc, webinar tout is est also being très recorded international. and it will be on the IPAF Ceci est website également and enregistré YouTube et channel sera in the next few disponible days. sur So notre please chaîne do go on YouTube au there and cours look des at journées qui vont the suivre. past and Donc, look for any future webinars that may have n'hésitez running. pas donc We à will, suivre subject notre to chaîne time pour today, have également a être au Q&A courant des session with the webinaires qui panel vont where I suivre. will put any Nous aurons questions une that session you submit questions-réponses avec les to our membres du expert panel speakers today. sur la base des questions que So vous allez without nous much further soumettre ado, pendant la what we will do présentation now aujourd'hui. is watch a Et short sans film plus from attendre, nous Palazzani. allons regarder une courte vidéo de Palazzani. Donc, merci encore à Palazzani pour cette vidéo d'introduction excellente. Donc, on va présenter nos présentateurs. Bien sûr, il y aura moi-même, mais nous allons également avoir Alana Patterson, qui est donc la chef de la SSE pour Nationwide Platforms, et elle va intervenir bientôt. Nous avons également, depuis les États-Unis, Ebe Christensen, qui est le président de Ruttmann Reichmaster. Et donc, désolé pour ma prononciation. Et nous aurons également Mark Blundy, qui est le directeur du groupe Santé et Sécurité pour Baumer et Kirkland.
Donc, pour confirmer, et encore une fois, vous écoutez tous aujourd'hui et nous avons besoin donc que tous vos accidents et incidents fassent l'objet de rapports, que cela nous aide vraiment à nous pencher sur des recommandations et comment nous pouvons aider cette industrie, ce secteur d'activité et améliorer les questions de sécurité. Donc, en 2022, nous avons compté donc plus. Il y avait 102 morts qui ont été comptabilisés et ceci donc a montré parmi les statistiques et nous avons compté 126 cas de décès. Il s'agit donc pour des chiffres les plus marquants pour 2022. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont consulté le rapport 2022, vous allez voir que l'ordre a un petit peu changé et on abordera cette question un petit peu plus tard. Donc, sans plus attendre, nous allons donc regarder donc les chutes de la plateforme. Donc, en 2022, la campagne de sécurité a ciblé, et ceci est un message pour justement signaler et faire en sorte de pouvoir prévenir tous les risques de chute par rapport donc à cette campagne de sécurité que nous avons menée. Et ceci fournit également des recommandations pour permettre d'atténuer ces dangers. Pour 2022, nous avons reçu 32 rapports venant de plus de 36 pays et il y a eu plusieurs. Nous avons toujours dû mentionner des cas de décès en 15. Et donc, pour ces incidents se produisent. Lorsque l'on regarde les basculements, on peut les prévenir, on peut les empêcher, mais lorsque l'on se concentre donc sur la planification et la partie opérationnelle, fonctionnelle, on peut prévenir ces accidents. Tout ceci est issu d'un bilan sur les risques qui est ensuite donc qui se traduit ensuite par la manière de mettre ceci en opération. Il y a eu un certain nombre de blessures dans des situations qui ont changé les circonstances de vie. Pour qu'un basculement se produise, c'est surtout dans les zones de construction, que ce soit dans des zones publiques ou dans des zones commerciales. Et vous pourriez penser que ceci se produit, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a eu également un rapport de basculement dans une zone de transit sur un accès routier. Le piège ou la prise au piège, concernant donc les données dont nous disposons, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'au Royaume-Uni, le groupe de sécurité a établi une liste de mesures pour limiter les risques en apportant des recommandations en matière de planification, d'évaluation des risques, la sélection de l'équipement, la formation donc des personnels encadrants. Et toutes ces informations sont disponibles. Donc, je ne vais pas rester là-dessus trop longtemps, mais une chose que je note ici est que ce document est disponible en version anglaise et donc nous sommes tombés d'accord sur le fait que nous allons faire traduire ce document dans toutes les langues. Donc, restez à l'écoute et je pense que cela sera vraiment très utile. Un autre élément clé que je voudrais souligner ici, en 2022, et au cours donc des 3 années, il y a eu donc plusieurs cas de prise au piège, mais en 2022, les PEMP figurent et donc de type vertical figurent en tête de liste et donc il faut trouver donc des solutions pour d'autres moyens de sauvegarder, de sécuriser. En 2022, pour tout ce qui a été être percuté par un véhicule ou un objet, on a constaté une augmentation, donc notamment dans le site de construction. Et nous avons des recommandations excellentes en termes de mesures de sécurité dans les zones publiques. Donc, jetez-y un œil parce que je pense que vous aurez des recommandations utiles pour également participer à la prévention de ce type d'incident. Identifier les types d'incidents sur les sites de construction. Ils sont, et on le sait, il y a beaucoup d'opérations simultanées qui se passent et donc tout ce qui est contrôle de sécurité et toutes les opérations liées demandent à ce que ce soit planifié, que cela bénéficie de la bonne supervision et que tout ceci soit fait de manière appropriée. Vérifier que l'équipement fonctionne bien
dans l'environnement des machines qui sont utilisées. En ce qui concerne 2023, donc notre campagne de sécurité mondiale a été publiée pour se pencher donc sur les électrocutions, les chocs électriques. Nous avons donc produit un document sur les recommandations et également tout ceci est disponible sur notre site web. C'est gratuit, c'est à votre disposition. Et encore une fois, nous allons faire en sorte que tout ceci soit traduit dans nos langues clés. C'est malheureusement en 2022 aux États-Unis, c'est le pays qui a produit le plus de rapports. Et dans ce pays, presque près de 89% des rapports donc, étaient issus des États-Unis. Donc, un grand nombre d'incidents sont signalés là-bas. Donc, en termes de télécommunications, les chiffres étaient un petit peu en hausse et un petit peu plus élevés, et notamment donc, dans le et on peut voir également dans le domaine agricole. Et l'utilisation de certaines machines a contribué a été un facteur déterminant. On va s'y pencher un petit peu plus tard. Alors, tout ce qui concerne les défaillances techniques et mécaniques pour les PMP, donc dans ce rapport mondial pour 2022, nous avons tenu un webinaire en direct, il me semble que c'était en décembre l'année dernière, pour prévenir et ne pas attendre trop longtemps et se pencher sur des questions de maintenance efficace. Encore une fois, ceci peut être téléchargé gratuitement sur notre site web, donc n'hésitez pas à le consulter. Mais en 2022, des nouvelles rassurantes, positives, concernant donc les défaillances d'ordre technique et mécanique. Et donc, le rapport a montré une baisse de 75% par rapport à l'année précédente des cas de décès. Et on s'est penché donc sur le rapport de la Suisse, du Royaume-Uni et de la Corée. Donc, ces secteurs sont toujours considérés, ou ces pays sont toujours en train d'envoyer des rapports, et c'est toujours donc dans les domaines de la construction, de l'agriculture. Ils figurent donc ces domaines, ces secteurs d'activité sont dans le top 3. Ces données vont donner des données contextuelles par rapport à nos discussions d'aujourd'hui. Mais maintenant, je vais passer la parole à Alana, qui va donc nous présenter sa partie. Alana, vous avez la parole. Alana, on ne peut pas vous entendre. Désolé, Brian, j'avais oublié de rallumer mon micro. Très bien, on vous entend. Merci, vous avez la parole. Bonsoir, bonjour à tous. Je m'appelle Alana Patterson. Je suis donc la chef de la SSE pour Nationwide Platforms et je souhaite vous parler aujourd'hui donc de la sécurité et de la santé. Donc, en 2022, nous avons reçu 194 rapports sur le portail de l'IPAF. Ceci est issu de 12 pays et les données ont indiqué que 197 personnes ont été impliquées dans des incidents. Malheureusement, deux décès sont à signaler, ce qui montre une amélioration sensible par rapport aux années précédentes, notamment par rapport à 2021, mais c'est toujours 2 cas de trop. Et du fait donc du portail sur les rapports des accidents, 89% de ces rapports sont issus du Royaume-Uni. Et donc, bien qu'il soit encourageant que nous recevions des rapports d'autres pays, le nombre de rapports reste obstinément bas. Et je pense que nous pouvons tous tomber d'accord sur le fait d'appuyer nos efforts. Et donc, j'exhorte tous les pays à nous alimenter avec des données afin que nous ayons des informations précises pour que nous puissions identifier quels sont les problèmes avec les compagnies lorsque cela est possible. Diapositive suivante. Et donc, en 2022, les données ont indiqué que les contacts étaient donc une raison qui suffisait donc à justifier. Et ce type d'incident avec une machine est souvent le cas lorsqu'un véhicule ou un appareil est conduit et lorsque la machine doit être manœuvrée et que l'espace n'est pas complètement clair. Les compagnies de location font vraiment un maximum d'efforts pour faire en sorte que les machines, mais nous n'avons pas toujours ces recommandations sur le site de nos clients. Et dans la mesure du possible, nous voulons que nos clients prennent ceci en compte pour s'assurer que les machines sont dans un lieu sûr pour éviter que ceci se passe sur les sites
et que nos personnels soient au fait et informés. Alors, le boîtier de contrôle, il faut que donc le personnel qui opère ce boîtier doit être sur le site. Et le mode pédestre est utilisé, ou piéton est utilisé pour des raisons spécifiques, lorsqu'il y a un plus grand risque, lorsqu'on fait fonctionner, lorsqu'il y a plus, cela pose plus de risques pour la personne qui fait fonctionner donc ce boîtier ou l'opérateur. Un exemple de cela est de faire passer donc une machine par rapport à une entrée. Donc, on va des fois demander à l'opérateur de reculer par rapport à la machine, mais des fois, la portée du boîtier est courte et donc, il faut que l'opérateur se tienne assez près de la machine, ce qui n'est pas idéal parce que nous voudrions qu'il y ait une distance de sécurité plus grande. Il est impératif de s'assurer que le boîtier mobile est orienté directement vers la direction dans laquelle la machine doit se diriger. Et pour s'assurer également que cela ne va pas écraser un autre objet. D'autres recommandations peuvent être trouvées par rapport à ce que vous pouvez consulter sur notre site web. Comme Brian l'a dit, il existe beaucoup de documents et d'outils qui sont disponibles gratuitement sur notre site et je vous encourage fortement à les consulter. Diapositive suivante. Donc, les activités de déchargement ou de chargement. Donc, par rapport aux données de 2022 et aux configurations des machines. Donc, charger ou décharger présente un grand danger lorsque vous prenez en compte toutes les complexités liées à l'opération, notamment avec les différents types de machines qui ont été livrées sur le site de nos clients. La plupart des compagnies de location de telles machines comme la mienne s'assurent ou font vraiment tout leur possible pour qu'il y ait donc des évaluations des risques, pour s'assurer que nos conducteurs, par exemple, ont suivi des cours spécifiques sur la manière de conduire ces engins et que nous avons des conducteurs expérimentés et qu'ils sont familiers avec les véhicules, les types de machinerie, les configurations de chargement, de déchargement et qu'ils savent utiliser d'autres outils pour pouvoir charger les machines. Mais malheureusement, il y a toujours des incidents qui peuvent se passer. Comme vous pouvez le voir dans le rapport, pour prévenir ce type d'incident, il faut que les compagnies soient au courant des meilleures pratiques et que nous ayons une campagne renouvelée concernant ce type d'activité. Il y en a une qui vient d'être organisée au Royaume-Uni, mais il faut également que nous nous assurions avec nos clients que nous chargions ce type de machinerie dans des endroits qui sont sûrs, pas en dehors de l'autoroute où il y a beaucoup de fréquentation et qu'il y ait un échange avec les autres parties prenantes lorsque cela est possible. Dernière diapositive, j'aimerais également aborder ce dernier point, donc le standard de location IPAF+. L'IPAF ainsi que d'autres membres ont essayé de travailler vers cette nouvelle norme, ce nouveau standard qui sera rendu public au cours des mois à venir. Et cela contient des documents et qui excèdent souvent la plupart des demandes qui sont légion dans les pays concernés ou avec lesquels nous travaillons. Et le but est que cela constitue un document de référence qui définisse les processus, les bonnes pratiques qui s'appliquent à toute compagnie de location de machines. Le IPAF Rental Plus est une accréditation, une certification qui apporte ce degré d'assurance aux clients concernant le processus. Si vous le souhaitez, il s'agit d'une garantie qui permettra donc de prouver que cette compagnie de location a fait l'objet d'un audit et qu'elle remplit tous les critères en matière environnementaux et de sécurité. C'est également un mécanisme contre lequel on peut mesurer la productivité et la fiabilité d'une entreprise. Et par rapport, donc, on peut évaluer les procédures et d'évaluation
Et on couvre plusieurs points, la sécurité et la santé, l'environnement. L'IPA Frontal Plus est demandé, exigé par le Conseil du Royaume-Uni. Donc, pour en faire partie au Royaume-Uni, vous devez disposer de ce standard IPAF Rental Plus. C'est également un moyen de se mettre en contact avec d'autres pays où c'est maintenant disponible. J'encourage fortement les autres compagnies de location à y adhérer et à se renseigner. Et cela permettra d'élever le niveau de critères et le niveau d'excellence. Merci beaucoup, Alana. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de passer à la présentation par Ebi. Et vous avez donc la parole. Merci beaucoup. Je m'appelle Ebi Christensen de Ruttman Reachmaster de l'Amérique du Nord et je suis basée donc à Houston, au Texas, et je vais vous parler du type PEMP 1B et de sa place au sein de cette présentation. Diapositive suivante. Merci. Avant que nous ne commencions, jetons un coup d'œil rapide sur ce qui constitue ce groupe, car il est le plus complet et comprend des nacelles des plus petites aux plus grandes. Il existe principalement 4 types de PMP qui correspondent à cette catégorie. Les montées sur camion, les montées sur fourgon, les élévateurs compacts autopropulsés, souvent appelés élévateurs à chenilles compacts et les élévateurs montés sur remorque ou remorqueurs. Ce que ces différents types de nacelles élévatrices ont en commun le fait qu'elles nécessitent tous des stabilisateurs pour les stabiliser et les utiliser en toute sécurité. Donc, aucun d'entre eux ne peut compenser ces paramètres de portée par le poids. Elles nécessitent toute l'utilisation correcte de stabilisateurs et de patins de stabilisateurs pour ces machines. Diapositive suivante. Dans la catégorie des appareils montés sur camion, nous distinguons les petits appareils de moins de 3,5 tonnes de PTAC et ceux de plus de 3,5 tonnes. Le groupe des moins de 3,5 tonnes offre des hauteurs de travail de 15 à 26 mètres et dans la plupart des pays, cela ne nécessite pas de permis de conduire commercial. Cela les a rendus très populaires sur les marchés de la location pour les professionnels, mais aussi pour les segments que l'on appelle do-it-yourself, dit à faire soi-même, ce qui représente un défi du point de vue de la formation. Aux États-Unis, la limite des permis de conduire commerciaux est beaucoup plus élevée. On parle d'environ 11,8 tonnes, de sorte que ce segment permet d'utiliser des unités plus grandes jusqu'à 33 mètres sans permis de conduire commercial. Les grandes catégories de nacelles montées sur camion commencent à environ 33 mètres et vont jusqu'à 100 mètres de hauteur de travail et 42 mètres de portée latérale. Donc, on parle ici de machines vraiment à large portée, de grande taille. Elles ne s'adressent généralement qu'au segment de marché professionnel qui bénéficie généralement d'un niveau plus élevé de formation aux produits et aux opérations. Le segment des fourgons ou fourgonnettes offre à la fois des segments inférieurs et supérieurs à 3,5 tonnes en fonction de la hauteur de travail qui va de 11 à 17 mètres. Il s'agit d'un concept très populaire en Europe, pas vraiment aux États-Unis pour l'instant, et notamment pour les segments des services publics. Les nacelles automotrices compactes, en fait, il s'agit d'une des catégories dont la croissance est la plus rapide au monde, en particulier pour les unités sur chenilles. Mais le type 1B comprend à la fois des unités sur roues et sur chenilles. Et pour une bonne partie des fabricants sur le marché, ils sont proposés avec des solutions d'alimentation par batterie et par moteur, afin qu'ils puissent être utilisés, moteur à combustion, afin qu'ils puissent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur. Enfin, le groupe 1B comprend également les unités montées sur remorque, dont la hauteur de travail est comprise entre 12 et 26 mètres habituellement. Elles sont principalement utilisées pour des travaux légers et elles sont utilisées pour des travaux légers pour les hauteurs de travail inférieures. Elles s'adressent en particulier au marché de la location et aux bricoleurs, tandis que les unités plus hautes sont encore plus couramment utilisées par les professionnels du secteur. Donc, examinons un petit peu la vue d'ensemble des statistiques d'accidents avec 4 indicateurs principaux et qui, heureusement, vont dans la bonne direction. Donc, nous avons comptabilisé 61 rapports, ce qui représente environ 12%, issus de 12 pays, ce qui représente 9%.
Du bon côté, c'est que nous avons moins d'accidents, une baisse donc, et nous avons une baisse de 6% des cas de décès, mais on parle encore de 47 cas de décès. Donc, même si on va dans la bonne direction et que nous avons moins d'incidents rapportés, moins de cas de décès, lorsque nous voyons ce chiffre de 47 est toujours un terrible chiffre, et donc il faut qu'on se concentre sur une meilleure formation. Comme nous avons pu le dire au début de notre présentation, en 2022, les États-Unis ont soumis le plus grand nombre de rapports d'incidents, avec 32 rapports au total, ce qui a représenté environ 47,8% du nombre total de rapports reçus. Et cela représente un certain paradoxe par rapport à l'Europe, car les PEMP de type 1B sont encore une catégorie émergente en Amérique du Nord, et donc de manière proportionnelle, l'Europe aurait dû compter pour la plus grande part des rapports. Et la République de Corée a soumis 19 rapports et le Royaume-Uni en a soumis 4. Comme nous avons pu le dire plus tôt, le secteur d'activité le plus courant pour les incidents impliquant des PEMP de type 1B est l'arboriculture, et c'est suivi de près par le secteur de la construction et la gestion des installations. En 2022, l'arboriculture a représenté 26,9% du nombre total d'incidents reçus avec 18 rapports. 16 incidents sont survenus dans le secteur de la construction, environ 24%, et 9 dans celui de la gestion des installations, ce qui a représenté environ 13%. Et donc, les PEMP montés sur véhicules sont de loin le type de PEMP MB sur lequel les incidents se produisent le plus souvent. En 2022, 60 rapports concernaient des PEMP 1B montés sur véhicules, ce qui représente 89%, on va dire 90%. Donc, un chiffre très élevé. Les élévateurs 1B, qui incluent ceux sur chenilles, ont fait l'objet de 5 rapports, cela représente environ 8%. Et les élévateurs 1B sur remorque ont fait l'objet de 2 rapports, ce qui représente environ 3%. Donc, lorsqu'on regarde tout ceci, et bien que les chiffres de base ne soient pas élevés d'un point de vue quantitatif, il n'est pas surprenant que les petites unités montées sur camion, en particulier, occupent la première place lorsqu'on parle des accidents, étant donné les segments d'utilisateurs qui sont souvent l'entretien des arbres, les petites entreprises et les particuliers, tous les groupes qui sont traditionnellement les plus difficiles à atteindre du point de vue de la formation en matière de sécurité et l'utilisation liée à cette sécurité. Alors, comment réduire le nombre d'incidents dans cette catégorie? La phase de planification est essentielle pour toutes les tâches, opérations liées au PEMP, et l'absence d'évaluation des risques et du site, ainsi que l'absence d'élaboration d'un système de travail sûr, SSOW en anglais, augmente à l'évidence le risque d'incident. En particulier, l'une des PEMP du groupe de type 1B offre une portée extraordinairement sûre dans des zones auxquelles les autres nacelles n'ont pas accès. Il s'agit des élévateurs compacts à chenilles, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Il faut donc, c'est une très bonne situation, mais ceci signifie une attention particulièrement non seulement à la simple utilisation de l'équipement pour le travail aérien, mais également sur la manière de le conduire, de l'installer en toute sécurité. Donc, compte tenu de la grande flexibilité de ce type d'équipement, qui peuvent être même conduits sur des pentes, des rampes ou des terrains accidentés, il faut accorder une attention encore plus grande à la planification de l'accès, que ce soit vers, mais aussi depuis les sites de travail et de la zone de travail elle-même. Comme vous pouvez le constater ici, il s'agit notamment d'obstacles à l'accès, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, qui doivent être pris en compte à l'avance. Donc, l'une des choses est de veiller à bien étudier le chantier en ce qui concerne la pression au sol, pas seulement d'un point de vue structurel, mais aussi en ce qui concerne les limites du revêtement de surface, ainsi que les zones creuses ou le changement d'élévation entre le déchargement et le chantier, comme vous pouvez le voir ici à l'écran avec les images qui illustrent ce propos.
L'une des choses qui ressort de tout ceci est qu'il faut veiller à sécuriser la zone de travail autour de l'équipement. Ici, dans cette catégorie 1B en particulier, apparaissent généralement petites malgré leur capacité d'extension. Et donc, dans beaucoup de situations, elles peuvent être donc difficiles à voir dans une zone de travail. Il faut donc veiller à délimiter visuellement les zones de travail à l'aide de cônes ou d'autres mesures visibles. Comme j'ai pu le dire, on peut faire tout un séminaire là-dessus. Mais comme j'ai pu le dire dans mon introduction d'ouverture, bien que toutes les mesures soient importantes, si elles mesurent communes à toutes les catégories 1B, c'est l'utilisation correcte des... Et encore une fois, toutes les catégories 1B, c'est l'utilisation correcte des coussins de stabilisateurs. Et c'est très important de les utiliser et de définir un réglage correct des stabilisateurs. Et ceci m'amène à la conclusion de la partie que je présente. Merci, Ebi, c'était formidable, merci. Je peux voir l'idée d'un futur webinaire et je vais peut-être revenir vers vous là-dessus. Pas de problème. J'ai hâte d'aborder les questions des discussions avec le panel. C'est au tour de Mark Blundy. Vous avez la parole. Merci, Brian. Bonjour à vous tous. Je suis Mark Blundy, directeur du groupe Santé et Sécurité au sein de Baumer et Kirkland au Royaume-Uni. Et je m'occupe de tout ce qui est gestion de santé. Cela fait 15 ans que je travaille donc avec ce groupe. Nous sommes un groupe très diversifié. Nous sommes un contracteur externe dans le secteur de la construction. Nous représentons un chiffre d'affaires de 1,2 milliard par an. Et nous avons beaucoup de compétences au sein de notre groupe. Nous comptons également un certain nombre de compagnies sous-contractantes, notamment pour tout ce qui est les toitures, des entreprises dans l'acier et le bois. Nous avons donc des constructions modulaires également, parmi entre services que nous offrons. Nous sommes vraiment très, très large taille. Nous employons 1700 personnes directement et nous avons 5000 personnes au quotidien sur le terrain. La sécurité est dans notre ADN. Nous utilisons tout ce qui est possible dans donc les types de PMP. Nous utilisons des harnais de retenue, des PEMP alimentés. Tout est dans notre entreprise, tout est loué. Par exemple, sur site, nous avons beaucoup de machinerie sur le terrain qui font plus de 150 pieds de long. Et c'est probablement les nacelles les plus grandes qui existent au Royaume-Uni. Donc, Brian, oui, nous pouvons parler avec vous parce que nous utilisons beaucoup de ce type de machinerie dans notre entreprise. Diapositive suivante. Donc, notre approche en termes de gestion des sécurités de la santé est prise très au sérieux. Les choses ne se passent pas toujours comme elles ont été planifiées et une partie de cela est notre manière de gestion des incidents afin de prévenir les incidents et en tirer les leçons. Et ceci commence par l'achat des bons contractants qui sont les spécialistes, avoir les bons profils, qui sont bien formés, qui sont bien équipés pour mener à bien leurs tâches. Nous faisons en sorte de nous organiser afin que les activités sur le terrain soient sûres, coordonnées, que nous remplissions les critères avec notre réglementation en vigueur. Nous avons des procédures très claires et comme vous pouvez le voir sur ma gauche, sur la gauche à l'écran, nous avons donc les guides à suivre au cas où quelque chose se passe. Nous sommes réglementés au Royaume-Uni par un comité très strict et il y a donc nous n'avons vraiment pas le droit à l'erreur dans ce domaine. Donc, voici notre approche, comme vous pouvez le voir dans les titres qui s'affichent donc à l'écran.
et les choses qui sont importantes à nos yeux. Notre plan de sécurité, c'est absolument vital. Choisir le plan, le bon plan. Nous utilisons donc des élévateurs ou des nacelles télescopiques ainsi que d'autres machineries. Nous adoptons des innovations, nous regardons donc les rails de sécurité. Pour ces équipements télescopiques, nous vérifions les machineries via des tests. Il y a parfois 6 mois requis de tests avant de pouvoir opérer au Royaume-Uni avec ces machines. Lorsque les certifications expirent, nous vérifions que tous les utilisateurs soient à jour de leur certification. Donc, les conditions sur le terrain, avoir donc un lieu de travail sûr, c'est absolument essentiel. Nous avons des mesures de vérification afin de nous assurer que même le sol et les conditions du sol soient sûres. Nous nous assurons que les opérateurs soient sur site, qu'ils soient donc sur le lieu de travail et qu'ils restent donc dans la zone qui leur a été assignée. Nous mettons en place des barrières, nous contrôlons les risques au cas où il y ait donc des objets qui tombent du roi et nous désignons des zones pour le chargement, le déchargement de la part des compagnies de location. Si nous avons besoin de services de maintenance, alors nous allons mettre les machines en quarantaine jusqu'à ce que ce soit réparé. Donc, des personnes qui travaillent en toute sécurité. Ceci commence avec une phase de formation, d'introduction. Il faut aussi les former à savoir qu'il y a des conséquences par rapport à la réglementation en vigueur. Donc, ces illustrations vous montrent comment nous menons nos formations sur nos installations avec nos gestionnaires et nos directeurs. Et il ne s'agit pas seulement d'avoir le label IPAF, mais également comprendre ce qui est en jeu, notamment lorsque nous gérons des nacelles télescopiques. Nous parlons donc des méthodes d'évaluation des risques et toutes ces méthodes peuvent inclure des mesures d'urgence, comment récupérer, que faire en cas de problème et parfois nous allons même pratiquer des mesures de secours et des opérations de secours. Donc, il y a des activités de débriefing quotidiennes parce que tout le monde est à risque et tout le monde peut participer et observer ces réglementations. Les plateformes en détail, si par exemple, dans certains cas, il peut s'agir de situations qui font vraiment peur. Donc, gérer ce qui arrive, ce qu'on n'a pas pu prévoir. Les choses peuvent dégénérer et malheureusement, cela va arriver au fil des 15 ans. Nous n'avons pas connu de cas d'électrocution. Les piégeages, avant 2010, donc il y a 15 ans, nous avons eu un cas de décès où un opérateur qui n'était pas formé, qui n'était pas autorisé à utiliser la machine, a pris la clé et s'est retrouvé pris au piège. Et c'est donc le diagramme que vous voyez en bas à gauche. Nous avons eu 2 autres cas de personnes prises au piège graves. Nous avons eu des machineries qui ont été donc percutées par une machine, comme vous pouvez le voir sur l'image du milieu en bas. Nous avons eu un livreur qui a chargé donc une machine et puis ensuite qui est allé dans un trou. Nous avons eu des défaillances des machines. Nous ne savons pas toujours ce qui a été la cause de ces défaillances. Nous avons eu des défaillances structurelles. Nous avons eu des problèmes avec l'approvisionnement en électricité. Nous avons eu des cas où les appareils de sécurité ont été défaillants. Nous avons remis en question nos processus. Nous avons même arrêté de faire appel à un opérateur européen.
Nous avons constaté des chutes et d'autres cas graves, et il s'agit des millions d'heures de travail. D'autres cas se sont passés. Nous avions, par exemple, quelqu'un avec un élévateur à ciseaux et qui a conduit tout autour du site et de la zone de travail. Et un des opérateurs s'est retrouvé piégé et a eu la jambe cassée. Et parfois, sur des machines plus petites, il y a eu des cas où les gens ont perdu les doigts de la main. Donc, que faisons-nous? On apprend de nos erreurs. Et ce n'est pas seulement quand tout va mal. Il faut utiliser. Nous utilisions donc des systèmes sur papier. Maintenant, nous avons une application où nous pouvons signaler un problème, un incident, un accident. Il s'agit d'un exemple ici où un opérateur sur le terrain s'est retrouvé très près donc de cette nacelle et cela présentait un grand danger. Donc, dans notre rapport, ceci doit être signalé. Donc, les leçons apprises, que faisons-nous? Les conséquences d'une utilisation qui n'est pas sécurisée, à l'exception des cas d'électrocution, je n'en ai pas fait l'expérience au cours des 15 années passées. Il faut avoir des fournisseurs fiables. Et si nous avons un problème avec l'équipement, les conditions de travail doivent être compatibles avec l'équipement. Si une machine est bloquée, cela va en cascade provoquer d'autres incidents. Former les personnes. S'ils ne portent pas un harnais, ils auront un problème. Vous ne revenez pas sur travailler si vous ne portez pas le bon matériel. Si une personne se trouve à piloter une machine, les clés doivent être retirées de la machine, mais il faut faire pour éviter qu'une personne utilise les machines alors qu'ils ne sont pas autorisés à le faire. Nous ne pouvons pas nous tourner vers des personnes qui nous fournissent des machines avec lesquelles nous avons des problèmes. Les recharges de batterie, nous avons banni l'utilisation des câbles par batterie. Nous avons également un plan pour sauver dans des situations de problème, donc pouvoir sauver quelqu'un d'une nacelle à une autre, notamment avec les PEMP télescopiques ou avec un bras télescopique. Donc, nous nous penchons sur nos procédures, nous mettons à jour à chaque fois selon ce qui s'est passé, selon ce que nous avons appris. Voilà pour moi. Merci, Brian. Merci, Marc. Et c'était vraiment super de pouvoir voir des exemples d'informations concrètes par rapport à ce qui peut se passer sur un site. Nous passons maintenant donc à notre débat avec la discussion avec le panel, et c'est vraiment le moment pour poser des questions à notre panel. Comme vous avez pu voir au cours de la présentation, mais tout d'abord, nous préparons le rapport mondial sur la base des informations reçues. Et tous les accidents qui sont soumis au sein du portail sont ensuite anonymisés et rendus confidentiels. Et c'est très important que vous en soyez conscients. Ensuite, nous nous penchons sur quels sont les grands problèmes dans ce secteur d'activité et comment est-ce qu'on peut trouver un moyen d'atténuer ces incidents, ces accidents. Et donc, maintenant, nous allons nous pencher avec des questions. Je vais me tourner vers Alana. Alana est la vice-présidente du Comité international de sécurité ISC pour IPAF. Donc, Alana, j'ai pu noter pendant ta présentation que tu as pu mentionner des difficultés sur le chargement et déchargement sur le site des clients. Pourrais-tu développer certains et élaborer, nous présenter quelques-uns des problèmes majeurs que tu as pu constater? Oui, merci, Brian. En effet, c'est quelque chose que nous constatons de la part de nos livreurs des machines.
livrer des machines dans des zones industrielles qui sont bien équipées. C'est très facile. En général, nous savons à quoi nous attendre. Mais lorsque nous livrons des machines pour notamment des sites de construction, nos livreurs pourraient être en train de livrer à une école qui est au bord d'une zone résidentielle où il y a beaucoup de véhicules garés et il faut trouver et ne serait-ce que pour trouver un endroit où simplement décharger la machine est un problème. Parfois, nous nous retrouvons sur des sites où il n'y a pas d'autre moyen de livrer la machine que sur le bord de l'autoroute, ce qui veut dire que notre livreur doit réfléchir à la manière de faire face au trafic entrant plutôt que le contraire pour minimiser les risques d'un véhicule qui pourrait rentrer dans notre camion. Et il y a nous avons appris de nos expériences par le passé. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ces mesures. Et pour charger, décharger dans des locations qui ne sont pas idéales. Lorsque vous livrez sur un site de construction et il n'y a pas de lieu pour décharger ces machines, pour les livrer, encore une fois, et parfois, ça n'est pas pendant les heures d'ouverture, les heures de travail que nous livrons ces machines. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a un nombre de paramètres et la liste est assez longue. Et la première chose que nous demandons à nos clients est qu'ils réfléchissent à un espace et ainsi pour que nous puissions leur livrer ces machines et ces types d'équipements. Merci, Alana. C'est un point important que vous venez de souligner. Je pense que maintenant, je vais me retourner vers Marc. Vous êtes donc dans le domaine de la construction. Quelle est votre perspective pour fournir une zone de déchargement pour les compagnies de livraison? Oui, je crois que Brian, de par notre expérience, en effet, il faut que nous ayons cela. On ne peut pas avoir un camion garé le long de l'autoroute. Il faut que nous puissions prévoir une zone où le déchargement des machines puisse être fait. Et avant même que nous ayons tous les papiers remplis, il faut absolument planifier pour cela. Merci. En ce qui concerne le rapport, nous avons donc un focus sur les PEMP 1B cette année. Et oui, Ebi, nous avons regardé à 90% qui étaient issus des États-Unis. Et donc, ma question pour vous est que ça ne doit pas être toujours des améliorations technologiques dont il va s'agir, parce que parfois, il va s'agir d'une défaillance. Et donc, ma question pour vous est, cela fait longtemps que vous êtes dans ce secteur. Quelles sont les améliorations technologiques majeures, notamment donc pour tout ce qui est télescopique? Je crois que l'une des améliorations de sécurité dans ce domaine majeur est que ce qui est utilisé aujourd'hui nous permet d'avoir des données dont nous ne disposions pas par le passé. Donc maintenant, les machines ont la possibilité de réfléchir avant même l'opérateur, ce que nous n'avions pas avant. Nous avons des indicateurs maintenant qui permettent d'évaluer la pression pour s'assurer qu'il n'y a pas de changement par rapport aux conditions du sol sur lequel ils opèrent. Et le taux d'électrocution, par exemple, est un de ces paramètres. Et donc, une fois que nous avons ces données, des indicateurs, par exemple, lorsque vous êtes trop près d'une ligne à haute tension, vous pouvez intégrer ceci dans le système de la machine, non pas pour qu'elle vous alerte, mais simplement pour que la machine soit éteinte si on est trop près de la zone de danger, grâce aux indicateurs. Et encore une fois, c'est quelque chose que nous constatons aujourd'hui et peut-être à l'avenir, tout ceci aura un impact majeur. Et comme vous avez pu le dire, et il y a encore des accidents parce qu'il y a des gens qui font des comportements stupides. Et malgré nos efforts, on ne peut pas trouver de solution à un comportement stupide. Mais encore une fois, et plus important, le niveau de formation aux États-Unis manque encore, et notamment par rapport à l'aspect législatif, n'est pas encore au niveau qu'il souhaitait. Et donc, la formation est encore un paramètre clé pour envisager de réduire ce nombre d'incidents et d'accidents.
Merci, Ebi. Merci beaucoup. Et Marc a fait un commentaire très juste, et à savoir que dans notre secteur et dans le rapport, comment encouragez-vous cela dans votre entreprise? Eh bien, on continue à essayer. Cela fait longtemps que nous le faisons. Encore une fois, nous avons essayé de d'éveiller cette culture, à savoir que si vous soulevez un problème, c'est valide et nous allons essayer d'y répondre. Et la communication avec la main-d'œuvre, avec les briefings au quotidien, tout ce que nous représentons est de s'assurer que que le lieu de travail est sûr et les personnes qui travaillent avec nous et pour nous respectent cela. Et toute plainte ou toute recommandation qu'ils auraient pour améliorer le lieu de travail sont prises au sérieux. Et tout ceci est un mieux pour nous. Plus nous aurons de rapports, plus nous aurons de recommandations qui remontent, moins nous aurons d'accidents. Oui, je pense que c'est un point valide, à savoir que les personnes ont peur de ce qu'ils ignorent. Et donc, s'ils ont peur de rapporter un incident, parce qu'ils auraient peur de perdre un emploi ou d'être retirés d'un site, et donc il faut enlever cette peur. Donc, sur l'IPAF, sur le site web, on permet donc les rapports de faire des signalements anonymes. Donc, encore une fois, vous pouvez faire un signalement à l'IPAF et bien sûr, nous accueillons favorablement ce type de signalement. Une question de la part de Jim. Qu'est-ce qui a été fait pour améliorer les rapports d'accidents dans le secteur d'activité? Alana, pourriez-vous répondre à cette question? Oui, merci Jim pour cette question. Au sein des conseils des pays, ce sont ces conseils, par exemple ici au Royaume-Uni, cela a été mandaté, cela a été exigé. Donc les compagnies de location on a pu voir donc un nombre significatif de rapports sur les accidents. Et au sein de l'ISC, du Comité international de sécurité, nous échangeons avec les entreprises, avec nos clients, et il faut qu'ils signalent les incidents sur site qui pourraient concerner donc les PEMP et les accès et les matériels d'accès en hauteur. Parce qu'en tant qu'entreprise de location, ceci n'est pas toujours le résultat d'une machine. Et on ne sait pas qu'un incident s'est passé parce que notre client n'a pas besoin de notre aide en matière d'enquête sur les circonstances de l'incident. Mais il faut que l'incident soit signalé pour que nous ayons des données plus précises. Et donc, encore une fois, Brian, sens-toi libre de me rejoindre et d'ajouter là-dessus. Oui, en effet, une chose que nous avons fait au sein d'IPAF est que tous les comités et les conseils comptent donc le rapport d'incident. Cela fait partie de l'ordre du jour, des points de l'ordre du jour dans chacun de nos conseils et comités. Et nous avançons bien sur ces questions. Et Alan a posé cette question. Ebi, c'est peut-être pour vous cette question. Quel est le principal type d'incident qui cause des décès dans l'industrie de l'arboriculture? Et on va bien sûr considérer cette question du point de vue des États-Unis. Oui, merci. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que l'électrocution est le problème principal parce que ici aux États-Unis, notamment sur le continent nord-américain, nous avons donc nos lignes à haute tension qui sont en hauteur, qui ne sont pas enterrées. Et donc, nous avons beaucoup de lignes à haute tension. Et ceci représente un danger, que ce soit en zone résidentielle. Je ne parle pas seulement des lignes à haute tension, mais aussi dans d'autres lignes, dans d'autres zones. Et l'arboriculture et donc les personnes qui travaillent dans ces secteurs sont proches de ces lignes à haute tension. Et donc, le défi, l'enjeu est aux États-Unis et d'enseigner à cette partie, à ces personnes sur ces dangers, de leur enseigner les dangers liés. Et ces personnes n'ont pas peur de se retrouver en hauteur dans les arbres. Et parfois, c'est difficile de les atteindre avec le message, à savoir, vous pouvez grimper en haut d'un arbre de 30 mètres.
mais, mais ils ne comprennent pas toujours le danger posé par l'électricité toute proche ou les sources d'électricité toutes proches. D'autres incidents et le montage de l'équipement qui n'est pas fait de manière appropriée ou alors qui est monté sur un terrain inégal. Et nous avons constaté des incidents où, en fait, ils ignorent les alertes de l'équipement et ils ont monté l'équipement de manière inappropriée, ce qui, bien sûr, résulte dans des décès ou des accidents graves. Mais le numéro un, c'est la situation électrique. Oui, en effet, je peux également certifier que malheureusement, l'équipement a été monté de manière inappropriée et tombe de l'arbre et cela impacte la nacelle et l'opérateur lorsque la chute se passe. Donc, ceci peut être également pris en compte. Un commentaire également que je peux apporter, à savoir qu'il y a un danger dont les fabricants doivent être informés. Il est courant en arboriculture d'utiliser un panier en fibrociment. Malheureusement, ceci peut amener à une conclusion erronée que c'est une matière isolante. Et il faut que nous travaillions plus à informer les opérateurs que ce n'est pas parce que c'est une nacelle en fibrociment que c'est isolant. Et je pense que nous ne soulignons pas cela suffisamment parce qu'ils pensent qu'ils peuvent se rapprocher donc des lignes à haute tension parce qu'ils pensent qu'ils sont qu'ils sont posés sur une plateforme en matière isolante. Et donc, il faut probablement que nous comptions ceci comme un point de l'ordre du jour pour la prochaine fois. Et donc, l'interprète corrige pour les nacelles en fibre de verre. Et Marc, vous avez fait allusion que parfois vous avez des problèmes avec la protection par rapport aux équipements. Est-ce que vous auriez des réflexions sur où vous allez sur ces questions? Oui, Brian, nous avons des fournisseurs qui nous apportent des systèmes à porter sur nos transporteurs. Et c'est donc une option que j'aimerais voir proposée par de plus en plus de fabricants, à savoir des équipements qui sont compatibles. Nous avons beaucoup d'outils, de matériel parfois que nous transportons. Nous les mettons donc dans des cartons, dans des zones où si cela tombe, ça va tomber au plus loin, ça va tomber au sol. Donc, ce serait bien s'il y avait quelque chose qui soit fourni, qui apporte une meilleure protection pour tous. Très bien, merci Marc pour ce point. Et j'ai conscience qu'il y a des membres qui fournissent des solutions. Et donc, consultez la page des membres. Vous pourrez peut-être trouver donc des solutions. J'ai conscience que nous avons encore des questions sur notre boîte de dialogue. Je vais les prendre en compte et y répondre après le webinaire, si cela vous convient. Le rapport mondial va être rendu disponible dans plusieurs langues. Et l'une des choses que je suis très heureux qui me rend très heureux est que ce rapport est maintenant disponible. Donc, connectez-vous sur notre site. Voici l'adresse qui s'affiche, www.ipaf.org/accident. Nous travaillons pour vous. Nous essayons de faire en sorte d'empêcher les incidents au plan mondial. Donc, revenez vers nous avec toute pensée, perspective, réflexion que vous pourriez avoir. Cela représente beaucoup, beaucoup de travail. J'aimerais également remercier les membres du Comité international de sécurité qui ont fourni un nombre important d'heures et de données pour ce rapport. Ce n'est pas facile. Et nous espérons que le format vous sera utile. Je remercie l'équipe de l'IPAF de m'avoir aidé à préparer ce rapport et vous savez qui vous êtes. Mais plus important encore, j'aimerais vous remercier car certains d'entre vous ont fourni ces informations par rapport à vos incidents et vos accidents. Sans ces données, nous ne pouvons pas fournir de rapport. Il nous faut des données. Oui, cela peut montrer que nous allons dans la bonne direction, mais vous savez qu'il y a encore des accidents et des incidents et nous avons besoin d'en être alertés.
alertés. Donc, ce rapport est disponible. Téléchargez-le, consultez-le. Donc, ceci m'amène à la fin de notre webinaire. J'espère que vous l'avez trouvé utile. Il va être sur la page YouTube de l'IPAF bientôt. Donc, n'hésitez pas à le consulter et à le partager. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui.